Jeudi économie. Jeudi économie. Nous disons économie chaque jeudi autour d'un thème d'actualité lié au secteur économique. Ce secteur-là est de l'économie de marché récente en Algérie. Et par rapport au code de commerce, donc vous avez tous les moyens de recours. Jeudi économie. Jeudi économie. Experts, hommes d'affaires et chercheurs analysent l'actualité économique. L'autosuffisance alimentaire si le prix du baril continue. Jeudi économie, votre émission de décryptage économique. Jeudi économie. Jeudi économie, c'est chaque jeudi de midi à 13h sur Radio Algérie Internationale. Jeudi économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission économique, Jeudi Économie. Jeudi Économie est consacré au projet de loi de finances 2017. Les avis des députés de l'Assemblée populaire nationale ont été mitigés lors du débat du projet de loi de finances 2017 entre soutien aux nouvelles mesures, notamment fiscales, rejet de certaines mesures et appel à d'autres sources alternatives au budget de l'État pour financer la croissance. Pour parler de cette nouvelle loi, je reçois sur ce plateau Madame Hayat Meziani, députée FFS et membre de la commission finance de l'APN. Est avec nous en ligne Monsieur Salim Sidi Moussa, député RND. Est avec nous Monsieur Abdelhak Meki, consultant de Radio Algérie Internationale. Et nous avons bien sûr lancé l'invitation à d'autres partis politiques, notamment le Parti des Travailleurs qui a décliné l'invitation à la dernière minute. Donc, lors du débat à l'Assemblée populaire nationale, le projet de loi de finances 2017 divise donc les députés de l'APN. Premier point qui attire l'attention, bien sûr, les nombreuses taxes imposées. Il y a également la taxe sur la valeur ajoutée qui est passée de 17% à 19%. Quelles répercussions sur notre économie? Monsieur Sidi Moussa, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis de la chaîne internationale, bonjour les auditeurs et auditrices, bonjour aussi à mon ami et collègue Hayat et à tout le monde. Oui. Apparemment, dans la finance, on a trop parlé sur les impôts. Je pense que dans tous les pays du monde, surtout dans la zone d'euro, tout le monde a des difficultés financières. Donc l'Algérie, peut-être, elle a pris le truc à essayer d'augmenter certains impôts sur la TVA, par exemple, de 2%, de 7 à 9 et de 17 à 19. Oui. Ça, c'est vrai, ça va répercuter sur les moyens salaires, et c'est les bas de salaire, c'est vrai, ça va répercuter sur eux. Mais est-ce que l'État, je pose la question, est-ce que l'État a le choix? Dans le contexte actuel? Oui, est-ce qu'elle a le choix? Parce que notre économie est basée sur les rentrées de pétrole et de gaz, c'est-à-dire à 97%, c'est les rentrées, c'est de gaz et de pétrole. Et maintenant, comme vous le savez, tout le monde sache, et même ma collègue, elle sait très bien que notre agenterie a vraiment baissé. Donc, est-ce que le gouvernement maintenant a choisi pour que les impôts soient augmentés à 2% et certaines taxes aussi? Est-ce qu'ils ont le choix? C'est une question à poser au gouvernement. C'est vrai que le petit ou l'ouvrier ou le petit salarié, il va vraiment peut-être souffrir, mais aussi de l'autre côté, il faut que les Algériens travaillent aussi. Vous savez que notre population, nos travailleurs, elles travaillent pas 8 heures, mais je pense qu'ils travaillent jusqu'à 2 heures par jour.
Et ça va répercuter sur notre économie. Donc, je pense que il faut que tout le monde sache que c'est un moment très difficile pour notre pays. C'est un moment où tout le monde met la main dans la pâte, et je pense que ça va booster notre économie, et on va laisser le pétrole et le gaz, et on va travailler et on va booster l'économie. C'est ça, peut-être, je pense qu'on va aller vers une bonne relance économique, et j'espère que ça ira ici une année ou deux. Et j'espère que le citoyen va souffrir. Ça va souffler. Monsieur Sidi Moussa, est-ce que justement ces taxes sont le meilleur moyen pour combler ce déficit budgétaire? Écoutez, je suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je dirais que c'est vrai, c'est une solution un peu facile. Il y a plus de 10 milliards de recettes non rentrées des impôts, les gens qui ne payent pas. C'est vrai, on n'a pas comment dirais-je, les traditions d'impôts. Généralement, en Europe ou en Amérique, les citoyens allaient vers les impôts pour payer, avec un grand plaisir de payer les impôts. Mais ici, en Algérie, les gens ne payent pas les impôts. Donc, c'est un problème, en fin de compte. Elle n'a pas reçu. Donc, je pense que l'État, normalement, devrait essayer de s'imposer ou de faire des trucs pour que certains impôts rentrent. Mais je pense que le citoyen a toujours payé les pots cassés. Je pense que l'État, normalement, a d'autres, mais je suis pas spécialiste dans ce sens, et je peux m'avancer sur ça. Oui, merci en tout cas, Monsieur Sidi Moussa, d'avoir pris part à cette émission. Madame Meziani, on parlait de ces taxes, l'augmentation de ces taxes imposées lors de ce projet de loi de finances, notamment la TVA qui augmente de 2%. Quelles répercussions sur notre économie? Moi, je pense que continuer dans des politiques mal conçues et mal réfléchies, c'est pas possible. Parce que c'est pas aux citoyens, quand même, de supporter ce type de politique. Déjà, on est en train de procéder à l'aggravation de la détérioration du pouvoir d'achat du citoyen, notamment déjà fragilisé par le nombre de taxes qui lui ont été infligées lors des lois de finances précédentes, et aussi fragilisé par l'inflation et la dépréciation du dinar. Continuer à dire que c'est le citoyen qui doit payer le résultat de ces politiques mal conçues, mal réfléchies, notamment que c'est le salarié qui paye beaucoup plus d'impôts à travers l'IRG, je considère que c'est des solutions très faciles. Maintenant, je pense que cette loi de finances consacre la politique de 2 poids et 2 mesures, et que le principe de l'équité devant l'impôt est dûment bafoué par notre gouvernement. Ce principe constitutionnel est complètement bafoué, comme je venais de le dire, parce qu'il consacre quand même une certaine aisance à certaines entreprises qui n'apportent rien, soit ni sur le plan de la création des richesses, ni sur le plan de la création d'emplois. Nous, dans notre parti, bien sûr, on considère que les entreprises doivent assurer le relais et elles doivent être le moteur de croissance pour arriver à une économie diversifiée. Mais continuer à octroyer des avantages fiscaux et des exonérations fiscales sans qu'il y ait un bilan évaluatif sur les retombées de ces exonérations sur l'économie nationale, je pense que c'est une politique que l'on ne devrait plus adopter, parce que
vous voyez bien à quoi ça nous a mené, c'est-à-dire à des déséquilibres internes, c'est-à-dire le creusement du déficit budgétaire, et à des déséquilibres externes, notamment avec le déficit de la balance de paiement. Aujourd'hui aussi, on constate que au cours de cette loi de finances, notamment dans l'article 66, l'abrogation de l'article 28 de la loi de finances complémentaire de 2009, qui consacre aux entreprises, enfin qui exige aux entreprises une taxe additionnelle sur la réévaluation réglementaire de leur actif ou de leur cession. Cette taxe a été déjà revue à la baisse lors de la loi de finances complémentaire de 2015 à 30%, et maintenant on vient l'abroger. Donc c'est une politique de deux poids et deux mesures. On ne pourrait pas, c'est-à-dire fragiliser le pouvoir d'achat du citoyen au moment où certaines entreprises qui sont là juste pour recevoir des dons de la part de l'État sans qu'elles contribuent même pas dans l'emprunt obligataire. Je ne dirais pas toutes les entreprises, ça serait vraiment scandaleux de dire ça, parce que l'entreprise, en principe, doit être, comme je venais de le dire, assurer le relais et contribuer à la diversification économique. Mais je dirais aussi que, en absence d'un débat, c'est-à-dire en absence d'un débat avec soit les politiques ou les professionnels économiques ou la société civile, on ne pourrait qu'aboutir à des solutions purement conjoncturelles qui sont des replâtrages qui peuvent provoquer des crises sociales, des crises politiques. Donc, il serait judicieux de penser à des réformes purement structurelles, avec un minimum de consensus. Ce consensus qui doit aboutir à la consécration d'un État de droit moderne, démocratique, et qui doit aboutir sur le plan économique à des solutions vraiment profondes et aller vers une économie sociale des marchés qui serait comme facteur d'adaptation aux problèmes et aux bouleversements géostratégiques dans lesquels baigne notre économie. Monsieur Meki, est-ce que les taxes sont les solutions pour justement combler ce déficit budgétaire ? Écoutez, en fait, ce qu'on peut dire du point de vue théorique, il y a des choix, plusieurs choix pour combler les déficits budgétaires. Tout dépend de l'orientation politique qu'on doit prendre. Il est clair qu'on peut avoir des orientations. Pour schématiser, il y a la voie libérale, il y a la voie dite néolibérale, c'est-à-dire keynésienne. Qui ont des points de vue tout à fait différents au niveau de la relance économique, mais il est clair que l'impôt, ou en tous les cas le recours à de nouvelles sources de financement est pratiquement indispensable lorsqu'on est en crise économique, et précisément lorsqu'on est confronté à un déficit budgétaire. Et il est clair que le gouvernement, et ça peut-être en entendant les députés, il est clair qu'il n'y a pas eu de débat à l'intérieur du Parlement sur toutes ces orientations-là, mais il est évident que la question ne se pose pas simplement depuis la loi de finances 2016 ou 2017. Elle remonte à un peu plus loin, c'est-à-dire dans le temps, du fait qu'on n'a jamais, ni les partis d'opposition, ni les partis de la coalition gouvernementale, n'ont pas posé la question du choix du modèle. Et donc on a en quelque sorte meubler un peu les choses, et on a laissé faire avec le temps. Aujourd'hui, on a besoin de nouvelles ressources financières. Non pas parce que uniquement il faut sortir de la dépendance du pétrole, on n'en sortira jamais, ça je peux vous le dire. On n'en sortira jamais parce que, en fait, c'est le produit qu'on peut exporter. Il n'y a pas d'autre produit, et qu'on peut exporter en quantité, et donc qui peut ramener une entrée de devises assez intéressante. La question, c'est qu'il faut que les Algériens apprennent, comme disait Madame, apprennent à payer l'impôt
comme disait aussi le député au téléphone, apprennent à payer l'impôt. Or, ce que je constate, la dette fiscale est très 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 lourde en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'ont jamais payé depuis longtemps leur dû fiscal. Sans parler que sur les déclarants, ça je tiens compte de ce que déclare le ministère des Finances, sur les déclarants, sur 4 déclarants, il y a seulement un seul qui paie l'impôt. Donc ça veut dire qu'il faut aller de toutes les façons vers une fiscalité beaucoup plus sévère et vers une fiscalité qui va en tous les cas sanctionner les comportements sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut lutter contre l'économie informelle, d'une manière claire. Mais pas simplement à mots cachés, pas simplement de faire un jour les tables n'existent pas et le lendemain elles reviennent à la même place. Donc ensuite, pas les petites mesures. Par exemple, en donnant, moi je ne comprends pas que l'État donne un délai pour aller s'enregistrer au registre de commerce, etc. Où la loi est appliquée avec fermeté. Sans retour, c'est-à-dire et poursuivre ce que le droit pourrait appeler les délinquants parce qu'ils sont hors la loi, et donc c'est important pour améliorer les ressources, en tous les cas budgétaires. La deuxième chose, je crois qu'il faut arrêter de se flageoler à chaque fois avec la question du pétrole. Il est clair que depuis 1962 et que même des pays comme les États-Unis, le pétrole est une source financière importante pour eux, mais seulement il faut savoir où les investir et de quelle façon et comment. Donc dire voilà, bon, on va d'ici 2019 on va avoir des ressources financières ordinaires. Moi, je me pose des questions. De quelle façon? C'est pas parce qu'on l'a décrété aujourd'hui que ça va se passer. Quels sont les risques d'avenir? Donc, il va falloir faire des études. Et j'en appelle au gouvernement, justement, de diligenter des études beaucoup plus profonde, pas simplement au niveau de l'administration, parce que je tiens à le dire, l'administration fait son travail, mais elle ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'elle fait si elle doit elle-même produire des rapports critiques. Elle ne le fera jamais. J'ai eu quelques expériences comme ça, donc il va falloir prendre des commissions indépendantes ou des experts indépendants qui vont évaluer. Honnêtement, je ne crois pas beaucoup aux évaluations du Fonds monétaire international qui un jour dit oui et un jour dit non, qui un jour dit oui ça va très bien et un jour dit ah non mais il faut prendre des mesures. Donc il y a nécessité que l'on voit objectivement la chose. Maintenant c'est clair, lorsqu'on augmente les taxes, c'est tous les citoyens qui écopent, pas une catégorie, tous les citoyens. Oui. D'accord? Mais l'autre question qui est soulevée, c'est qu'il faut lutter pour, justement, dans le cadre de la fiscalité, il faut lutter contre les inégalités de revenus. Ça, c'est très important. Il y a des inégalités de revenus, et ces inégalités de revenus sont source à la fois d'inflation, d'accord, mais en même temps de peu de contributions fiscales. Donc il va falloir peut-être taxer le patrimoine des gens, il va falloir peut-être taxer les grands salaires d'une manière beaucoup plus drastique, et ça se fait dans les pays les plus développés, y compris la France, la Suisse, l'Allemagne, etc. Et il faut aller chercher l'argent là où il est, pas dans le 2% des TVA uniquement. Parce que 2% de TVA, je vais vous dire, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer parce que l'individu qui doit acheter le kilo de semoule, bon, c'est dans les transferts sociaux, mais je veux dire qu'il va acheter le kilo de pommes de terre, 2%, ça va lui faire, sur 50 dinars, ça va lui faire une petite monnaie à ajouter. Donc, il va falloir lutter contre les inégalités, chercher la fiscalité là où elle existe, chez les entreprises, en même temps ne pas gaspiller
justement les ressources financières que nous possédons. Par exemple, ne pas aller financer des industries qui sont pratiquement en état de mort uniquement pour les maintenir. Il faut tenir compte de la réalité aussi de l'économie mondiale de façon à maintenir ce qui peut être compétitif au niveau international et national. Donc voilà, améliorer la condition économique, c'est améliorer l'investissement, c'est améliorer la production, c'est donc permettre aux entreprises de gagner de l'argent. Or, si on s'attaque uniquement aux taxes de façon de la consommation, parce que bon, on parle de 2% de TVA, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a aussi une augmentation des taxes de douane sur les produits importés. Et donc, si on fait au total, il va y avoir 39% de taxes entre la taxe douane et la taxe TVA. Et là, ça serait compliqué au niveau social et au niveau, il faut le dire. Taxe également, pardon Monsieur Mekki, pour être dans le même chapitre, taxe également sur les produits énergétiques. Ça pourrait également se répercuter sur d'autres secteurs, notamment agricoles, avec les machines qui fonctionnent peut-être avec du gaz et tout ça. Donc, quel est peut-être votre avis par rapport à cela ? Moi, je reviens toujours, je dis que ce n'est pas avec des replâtrages qu'on pourrait apporter des solutions à des problèmes existants. C'est-à-dire que, comme il a dit mon collègue tout à l'heure, il faut chercher la fiscalité là où il y a aisance financière. Il faut la chercher d'abord en combattant l'informel, qui a sclérosé notre économie. Cet informel, s'il y avait une volonté délibérée de la part du gouvernement, on pourrait réellement l'éradiquer. C'est en éradiquant l'informel qu'on pourrait enflouer les caisses de l'État. Il y a aussi les restes à recouvrer. Les restes à recouvrer sont énormissimes. Si jamais on essaye de prendre en considération les recommandations de la Cour des comptes chaque année, des restes à recouvrer qui sont dans le nombre de 9 000 milliards de dinars qui ne sont pas recouvrés. Donc, s'il y avait vraiment une volonté délibérée de recouvrer ces recouvrements, elle pourrait même suffire pour un budget d'une année. Ceci d'une part. D'autre part, aussi, comme il a dit mon collègue, il y a beaucoup de commerçants, puisque nous sommes dans un système déclaratif, beaucoup de commerçants ne déclarent pas leur activité après l'extinction du régime préférentiel. Et que les services du fisc ne procèdent pas à des inspections sur le terrain. Et nous constatons aussi qu'il n'y a pas une réforme dans la profondeur, une réforme du système fiscal. Donc, en absence de contrôle, en absence d'un système informatisé, en absence de moyens vraiment adéquats et fiables pour apporter quand même des ressources importantes au fisc, on va rester toujours dans des solutions les plus faciles. Et puis, il y a l'impôt sur la fortune qui pourrait aussi contribuer d'une manière considérable à l'amélioration de la ressource ordinaire, l'IBS. Vous savez que l'IRG est classé number 1 dans le recouvrement, l'IBS. Et puis nous assistons aussi à cette mauvaise foi. Chaque année, dans une loi de finances, il y a un article qui vient comme ça, dans l'obscurité, pour avantager certaines entreprises. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que si véritablement nous voulons consacrer ce principe de l'équité dans l'impôt, on pourrait facilement, il suffit qu'il y ait une volonté dans ce sens. Maintenant, je reviens à votre question sur l'augmentation de la taxe énergétique. Moi, je ne comprends pas, d'un côté, notamment pour ce qui est des machines à laver, des frigidaires, bon, pour qu'on soit, c'est-à-dire dans le même langage que le citoyen, pour qu'ils puissent nous comprendre, il va y avoir des augmentations pour certains produits importés et ceux qui sont produits localement, selon les normes fixées de 30 à 60%, et celles qui ne disposent pas de normes, ça va être à 45%. D'un côté, on encourage, dans le cadre des lois de finances précédentes, le crédit de consommation pour l'achat des frigidaires, des machines à laver. D'un autre côté, il y a produits locaux. Bien sûr, même les produits locaux sont taxés cette fois-ci. Oui. C'est-à-dire que même la production nationale, c'est pour ça que j'ai illustré cet exemple. C'est-à-dire que je ne parle pas des importations uniquement, c'est-à-dire qu'ils sont mis au même pied d'égalité que les importateurs.
c'est de l'article 67 jusqu'à l'article 70 mais on peut pas faire de cette autrement, loi. madame. Non, c'est pas. Non. Si on avait une vision claire, stratégique, à long terme, et s'il y avait un débat autour d'une table avec tous les professionnels dans ce domaine, et même avec les partis politiques, avec les associations, on pourrait trouver des solutions adéquates. Mais nous, juste, non, mais je termine. Pardon. Après, vous avez bien sûr le droit de porter des jugements. Bien sûr. Sur ce que je dis, mais moi je reste toujours politique, dans le sens où il faut qu'il y ait l'adhésion de tous les acteurs à une politique bien déterminée. Maintenant, si on exclut certaines catégories, on ne pourrait pas aboutir. Vous voulez peut-être rebondir par rapport sur 3 points. Oui. Sur la dette fiscale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la dette fiscale est constituée par les grandes fortunes. Il y a dans la dette fiscale beaucoup de secteurs qui ont été sinistrés dans les années 90 et donc ça touche, je donne un exemple, les taxis par exemple, beaucoup n'ont pas payé leur fiscalité dans les années 90 à cause des événements parce qu'ils n'avaient pas assez de gains et donc ça pose un problème. Si on amnistie... il y a aussi des gens des grandes fortunes qui n'ont pas payé ou des entreprises. Je néglige pas ça. Mais je veux dire, si l'on doit amnistier fiscalement les bas salaires ou les petits revenus, on ne peut pas le faire d'une manière injuste comme ça vis-à-vis des autres. Donc il y a un problème d'équilibrage. Et c'est pour ça peut-être que l'État, je ne suis pas dans les secrets du gouvernement, que l'État ne veut pas du tout amnistier la dette fiscale parce que s'il amnistie dans une catégorie, il est obligé d'amnistier tous les autres alors qu'il y a certains qui doivent beaucoup d'argent. Je ne parle pas forcément des grandes fortunes, hein. Je parle des entreprises, beaucoup d'argent qu'on a sur soi à encaisser dans les années 90 ou pour lesquels on a donné des échéanciers qui n'ont pas été respectés, etc. Donc il y a un problème, il y a une véritable problématique. Je crois que l'État ne veut pas, en tous les cas, céder là-dessus. On va voir comment ça peut s'organiser pour récupérer cette dette fiscale. Il y a peut-être des choses justement à étudier pour ça. Le deuxième point, puisqu'on parlait hors émission, en fait, moi je trouve cette politique de vouloir donner un crédit de consommation pour les produits locaux est mauvaise en soi. Pourquoi elle est mauvaise en soi ? Parce qu'elle ne va pas encourager l'économie, elle va nous créer des problèmes avec nos partenaires que sont l'Union européenne, puisque nous avons un accord d'association, et qu'on devrait plutôt viser à avoir une clause un peu particulière, donc une clause de privilégié avec l'Union européenne, comme l'ont certains pays du Maghreb. Deuxièmement, on ne peut pas demander l'adhésion à l'OMC et puis faire cette ségrégation au niveau des produits. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la demande de l'OMC comme de l'Union européenne, c'est que, en fait, le produit algérien ne doit pas être compétitif avec des soutiens qui ne sont pas légaux, hein, en quelque sorte. Le troisième point qui me semble important, il est clair que on ne peut pas, et qui est lié à la dette fiscale, on ne peut pas maintenir des entreprises qui sont en déficit depuis des années, les maintenir avec des dépenses publiques uniquement pour dire que nous avons une industrie alors qu'elle ne paie ni sa fiscalité normalement et qu'elle ne rapporte pas grand-chose à l'économie nationale actuellement. Et il y a des pans entiers de l'économie qui sont comme ça un peu bloqués. Donc il va falloir assainir l'économie nationale tout en luttant, comme on l'a dit, enfin tous les intervenants l'ont dit, contre l'économie informelle, mais lutter sérieusement, pas simplement faire un discours contre.
moins souple, oui. Voilà, appliquer la loi telle qu'elle est. Et puis en même temps poursuivre ceux qui peuvent payer et qui ne paient pas leur dette fiscale. Oui, ce projet de loi de finances 2017, Madame Tayati, donc vient peut-être en adéquation avec ce nouveau modèle économique. On déplore quand même l'absence d'une vision claire relative à la diversification de l'économie nationale. Moi, je dirais d'abord, revenant à comme il a dit mon collègue tout à l'heure, l'accord d'association avec l'Union européenne, moi je considère qu'il n'apporte rien pour l'Algérie, bien au contraire. Cet accord d'association profite beaucoup plus à l'Union européenne qu'à l'Algérie. Principe, un accord, quand on dit accord, il doit profiter aux deux parties. Donc il faut qu'il soit révisé, notamment avec la chute du prix du baril du pétrole. Maintenant, l'Algérie doit revoir cet accord d'association dans ses profondeurs. Maintenant, pour ce qui est de l'adhésion à l'OMC, moi je reste sceptique quant à l'adhésion à l'OMC, notamment parce que notamment la première des choses que l'OMC va vous demander de faire, c'est de renoncer aux transferts sociaux, c'est de renoncer à ces subventions que l'État est en train d'accorder à la frange démunie, aux couches sociales vraiment qui sont dans le besoin. C'est-à-dire, comme il a dit Marx, ce ne serait pas voir un mendiant pleurer parce qu'il est à la recherche d'un bout de pain. Je pense que ce n'est pas une belle image qu'on devrait offrir à notre population. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec la mondialisation, on est obligé de s'adapter à ce qui se passe dans le monde. Mais chaque économie doit tenir compte de la spécificité de cette société, de sa société. Maintenant, si nous, on se dit il faudrait multiplier, il faudrait encourager les entreprises de façon à assurer le relais dans la croissance économique, et il faut diversifier notre économie, et qu'on n'encourage pas le produit national, et il sera à même pied d'égalité que le produit importé, donc on n'y croit pas à cette politique. Si on n'y croit pas, comment on pourrait y arriver en fait? Donc ça reste toujours de l'illusion. La rente pétrolière, c'est vrai qu'on ne pourra pas s'en passer totalement, parce que le pétrole est une richesse dont nous disposons, mais il faudrait la gérer de façon judicieuse, passer de l'énergie fossile à des énergies renouvelables. Il faudrait aussi penser aux générations futures. C'est-à-dire que avoir un baril, c'est-à-dire stocker le pétrole au sous-sol pour les générations futures, c'est mieux que d'avoir des réserves de change qui connaissent quand même des dévaluations avec ce qu'on est en train de voir. Maintenant, vous m'avez dit le modèle de croissance. Est-ce qu'il faut parler aujourd'hui de modèle de croissance ou de politique économique? En fait, aujourd'hui, on assiste à la destruction de l'appareil de production comme il a dit mon collègue tout à l'heure, par une concurrence déloyale sauvage du secteur de l'informel, ce qui s'est répercuté négativement sur les prix, et s'est répercuté négativement aussi sur le taux de chômage, notamment chez les jeunes. Donc, est-ce que les sociétés modernes parlent aujourd'hui de valeurs. Elles se sont bâties sur des valeurs, sur des principes, parce que ce qui nous manque en fait aujourd'hui, c'est l'investissement immatériel. C'est-à-dire la récompense par mérite, le respect du travail, le respect de l'autre. Et puis, la seule parade et la seule sortie de crise, ça sera par le génie algérien. Le génie algérien qui a été marginalisé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi dans la ressource humaine. Et l'élite, elle a été marginalisée pendant très longtemps. Si on ne fait pas confiance à sa ressource humaine, on ne fait pas confiance à son élite, on ne pourra pas se développer. Donc il faudrait, dans mon parti, on pense qu'il faudrait quand même qu'on fasse appel à un management participatif, parce que le développement doit être de fait horizontal. Et on ne peut pas continuer dans le vertical. Il faut qu'il y ait une décentralisation effective. Il faut qu'il y ait... il faut encourager la région. C'est-à-dire que chaque région dans notre pays a ses propres spécificités. C'est ce qui fait quand même le charme de notre pays, en fait, si je veux l'utiliser au terme le plus banal. C'est-à-dire qu'il y a des solutions. Il suffit qu'on se concerte ensemble.
C'est-à-dire que maintenant, on est dans un champ sociétal énormissime. Mais si jamais on se met autour d'une table, autour d'un consensus politique, sur lequel se basera par la suite beaucoup d'autres principes, on trouvera des solutions alternatives à la crise. Il n'y a pas une crise qui n'a pas de solution. Nous, on reste optimistes qu'il y a de la crise, et c'est le génie algérien qui va faire face à cette crise. Mais il faut qu'on se fasse confiance. Monsieur Mekri ? Écoutez, il faut prendre garde parce que aujourd'hui la crise n'est pas une question de politique générale. C'est d'abord elle est fiscale et financière. C'est-à-dire qu'il faut trouver des ressources en permanence pour financer le budget de l'État. D'accord ? C'est-à-dire parce que l'État est le plus gros des investisseurs en Algérie. Monsieur Ouihia, quand il fut Premier ministre, l'a dit, l'État ne peut pas être le premier investisseur en permanence. Il va falloir que les Algériens reprennent le relais. Donc, il va falloir une politique qui encourage l'entreprise, qui encourage les revenus, bien sûr, mais qui doit être équitable de façon à ne pas produire des inégalités. Donc ça demande une réflexion et des études. C'est-à-dire que j'en appelle, c'est pas pour la première fois que je le fais, j'en appelle à ce que les institutions algériennes usent et abusent des compétences de la matière grise qu'ont les Algériens à l'étranger et ici, pour justement... je vais vous donner un exemple. J'ai participé il y a presque une dizaine d'années, dans le cadre du CNES, sur un séminaire sur l'économie de la connaissance. On en est où 10 ans après? Il n'y a rien. Je veux dire, quand je dis il n'y a rien, en fait, on n'a pas mis... On nous parle aujourd'hui, je voyais par exemple sur l'économie numérique, on parle de e-paiement. Mais enfin, attendez, on est loin dans le numérique que le e-paiement. Alors, donc pour moi, c'est le balbutiement, le e-paiement. Il y a un fait, c'est que lorsqu'on veut faire de l'économie de la connaissance, c'est-à-dire ce que le CNES a appelé ou a plaidé pour un nouveau modèle de croissance, le nouveau modèle de croissance doit être fondé sur l'économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance, par définition, c'est la remise en cause permanente de l'acquis. C'est-à-dire que nous devons travailler annuellement avec la connaissance, de façon à ce que l'acquis de cette année ou de l'année dernière soit remis en cause et amélioré en permanence. Donc, en fait, et je ne veux pas parler du développement parce que, en fait, c'est un mot qui a été tellement tronqué, même la notion du développement durable. Ça a été tronqué, c'est juste une idéologie pour faire cesser un peu les critiques d'une mauvaise politique, enfin d'un mal développement mondial, général, dans tous les pays. Et en fait, c'est ça qu'il faut mettre en œuvre avec justement les compétences qui soient à l'étranger, qui soient double nationales ou nationales seulement, et de façon à construire. Bien sûr, il y a le rôle des partis. Les partis ont une responsabilité parce qu'elles ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, d'accord ? Excusez-moi. Ils ne l'ont pas fait, les partis. Ils n'ont pas cherché à entourer, à créer des think tanks chez eux qui vont réfléchir sur des questions. Ça reste toujours une question fermée. Je ne jette pas la pierre à un parti ou à un autre. Tous les partis, à mon avis, sont dans cette situation. Et donc, allez-y, ramener un grand professeur de l'étranger dans un parti, on ne l'acceptera pas aujourd'hui, même s'il était militant. Hein. Je veux dire, il faut être conséquent. Et donc, la nouvelle source, elle ne peut provenir que de cela. Et arrêtons de dire qu'il faut investir dans les vieux machins de l'économie. L'économie de l'investissement aujourd'hui, c'est dans l'investissement d'avant-garde, c'est-à-dire dans l'économie de la connaissance. Pas simplement dans le numérique, dans la nanotechnologie, dans la bioscience, etc., etc. Et donc, il faut construire une économie fondée sur le crédit intérieur.
Parce qu'en fait, si on n'a pas de crédit, qu'est-ce que ça veut dire crédit intérieur? Ça veut dire encourager les Algériens à épargner. Lorsqu'il y a l'épargne nationale, il y a des capacités d'investissement, des capacités de crédit, et donc une augmentation de la fiscalité. C'est pas en disant chaque année, moi depuis que j'ai grandi dans ce pays, hein, c'est-à-dire depuis l'adolescence, j'entends qu'il faut diversifier l'économie nationale. On ne l'a jamais diversifiée. On ne l'a jamais diversifiée. Donc, si on veut diversifier l'économie nationale, il faut diversifier les ressources fiscales. Il faut les diversifier. Oui. Mais il faut également tenir compte de ce qui se passe dans le monde et donc de s'entourer avec toutes ces compétences que nous avons. Et j'en connais, puisque j'ai participé à cela. Il y a tellement de compétences qu'on est capable de sortir le pays en peu de temps, en 2-3 ans, de la mise où il se trouve. On parle donc dans le cadre de cette loi du maintien des facilitations, dans le cadre donc du soutien à l'investissement et la rationalisation des dépenses publiques. On parle également de ces promesses pour les franges vulnérables et moyennes. Donc ni les projets économiques structurants ne seraient affectés par la rationalisation des dépenses publiques consacrées dans ce projet de loi de finances 2017. Quelle est votre lecture, Madame Tayati? Moi, je voudrais d'abord répondre à mon collègue tout à l'heure quand il a dit les partis politiques, c'est-à-dire ne donnent pas la chance aux professeurs d'émerger. Nous avons tenu une conférence économique et sociale, ça fait pas longtemps, le 17 septembre. Nous avons fait appel quand même à des personnalités très connues. Et donc, nous sommes toujours pour le débat, nous sommes toujours ouverts pour des nouvelles. D'ailleurs, on lutte toujours pour qu'il y ait un débat. Donc, je ne conçois pas qu'aujourd'hui, le FFS ne soit pas disposé à écouter d'autres voix. Ceci d'une part. D'autre part, pour qu'il y ait vraiment enrichissement, échange. Il ne suffit pas de dire que les partis politiques ne l'ont pas fait. Il faudrait aussi savoir qu'il faut donner l'occasion à ces partis politiques aussi d'exister réellement dans la sphère nationale ou internationale, ça dépend. Donc, en absence d'un état de droit qui garantit les mêmes droits aux uns et aux autres, les mêmes obligations, on ne pourrait pas dire qu'on est absent quelque part. Ceci, c'est juste comme ça, entre parenthèses. Maintenant, vous m'avez posé, comme il a dit aussi mon collègue, il y a la définition du développement a connu, c'est vrai, qu'une évolution sur le plan national et sur le plan international. Et que la notion du développement durable, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas exportable à d'autres pays. Donc, elle concerne, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'elle concerne la spécificité d'une société donnée. Donc, on ne peut pas l'exporter. Ce qui est spécifique pour l'Algérie ne l'est pas pour d'autres pays. Maintenant, vous m'avez posé la question du développement, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Oui, donc les couches et les franges vulnérables, par rapport à ces projets économiques qui ne seront pas affectés par la rationalisation des dépenses publiques consacrées dans cette loi. Donc, il faudrait, avant de parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a un cadre nouveau qui a été apporté dans cette loi de finances, c'est le cadre triennal. C'est-à-dire qu'en général, pour pouvoir parler de ce cadre triennal, il faut parler de la bonne gouvernance financière. La bonne gouvernance financière, elle est axée en fait sur la gestion par objectif. Cette gestion par objectif développe une culture de performance au sein des administrations publiques et consacre la transparence des dispositifs financiers. Donc, il s'agit en fait d'une grille d'analyse d'éléments pertinents qui permet d'évaluer les mutations des appareils d'État. C'est pour ça qu'en fait, normalement, la gestion par objectif doit être considérée, ou la gouvernance financière doit être considérée comme une réforme d'État. Donc maintenant, à travers ce cadre triennal tel qu'il est présenté par le ministère des Finances, on sous-entend, d'après mon analyse, et l'analyse qu'on s'est faite dans le parti, passer d'un budget de moyens à un budget axé sur les résultats, c'est-à-dire un processus budgétaire axé sur les résultats. C'est bien. Parce que la gestion comme objectif se différencie de la gestion des moyens, parce que la gestion des moyens
en fait, ne permet pas d'avoir une vision claire entre le budget d'un côté et les politiques publiques de l'autre. Parce qu'elle est axée sur une nomenclature budgétaire qui ne donne pas une lecture lisible et exhaustive de la destination des crédits. Donc, en principe, dans la gestion par objectif, le programme doit être l'unité de spécialisation et il doit être aussi l'unité opérationnelle de l'exécution du budget. Ce que nous avons constaté dans ce cadre triennal, d'abord, on ne nous donne pas quelles sont les exigences de cette gestion par objectif ou gestion par programme, quels sont les instruments sur lesquels on s'est basé c'est-à-dire les instruments sur lesquels on doit se baser pour pouvoir réaliser cette opération. D'un autre, le choix des indicateurs de performance doit être une nécessité absolue pour la réalisation de la gestion programme. Parce que il peut y avoir beaucoup, par exemple, d'indicateurs, mais il faudrait savoir choisir les meilleurs indicateurs. Parce que des fois, il peut y arriver qu'il y ait des objectifs plus ambitieux par rapport au programme déjà étalé. Donc, on devrait savoir comment que le gouvernement, pourrait assurer cette cohérence en cas de... Et il y a des moments aussi, il n'y a pas du tout d'indicateurs de performance, c'est-à-dire qu'ils sont en fabrication, ou je ne sais pas le terme exact. Donc, on ne nous donne pas. En principe aussi, la gestion programme Hadia, donc elle connaît le fléchissement du principe de l'annualité, donc elle s'inscrit dans une opération pluriannuelle avec le respect de ce cadre triennal. Mais si vous permettez bien sûr, donc ce cadre triennal en principe ni doit se substituer au plan de développement économique, ni doit se substituer au budget. Bien au contraire, il doit nous décrire le cheminement, comment atteindre ces objectifs. Voilà. Donc, en principe, le gouvernement doit se baser sur des guides méthodologiques, d'études d'impact, d'études de risque, pour pouvoir aboutir à cela. Donc nous n'avons aucune information. Et puis, il fallait commencer d'abord par la réforme de la loi cadre, la 84-17, qui constitue la loi des lois de finances, parce qu'en principe, elle doit être une loi organique. C'est elle qui doit dessiner les contours de cette réforme et commencer par la loi de règlement budgétaire N-1, qui devrait être un support et un moyen de contrôle pour les parlementaires pour pouvoir aborder le projet de loi de finances N+1 et puis c'est-à-dire expliquer aux parlementaires, aux gestionnaires et aux citoyens qu'est-ce que c'est que cette gestion programme. Oui, merci. On a quelques secondes. Oui, 30 secondes. Je crois que M. Baba Amé, le ministre, a dit qu'il y a un groupe qui étudie pour les indicateurs. On doit attendre pour avoir le résultat. Oui. Et puis en même temps, je crois aussi, savoir en tous les cas, que actuellement il y a un groupe qui travaille sur les questions de la réglementation budgétaire. Mais le ministre a présenté un bilan de 2014. Merci à vous également, Madame Tahiyati Meziani, Hayat, d'avoir pris part à cette émission qui prend fin, nous dirons, économie la semaine prochaine.